Salut les Space Invaders et bienvenue dans la soucoupe volante ici à Los Angeles. J'ai un invité de marque, je suis très heureux d'accueillir chez lui parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. C'est qu'il y a quelques semaines, nous avons décidé tous les deux de venir poser nos instruments de musique ici, les platines, et puis d'essayer de have fun, comme disent les Américains. Ouais, de faire des trucs. De s'amuser et puis d'essayer de collaborer avec différentes personnes. Et je voulais en profiter aujourd'hui pour poser quelques petites questions. T'es d'accord? Ah bah oui, tu connais déjà tout. Mais... Ah non, mais je connais pas tout, non, justement. Non, je voulais déjà que... on va bannir les questions qu'on te pose à chaque fois, dire comment tu as commencé, tout ça. Non, j'aimerais à des questions un petit peu différentes. Non, j'aimerais déjà que tu me dises comment tu ressens aujourd'hui le fait d'être français en 2013 par rapport à l'an 2000 quand tu as commencé, parce que si je ne me trompe pas, tu étais un des premiers DJ itinérants, c'est-à-dire à parcourir le monde. Tu étais le premier français à représenter la France en dehors des Garnier, disons que la French Touch a explosé en 96 et c'est vrai que moi j'ai tout de suite pris un agent qui à l'époque avait Eric Morillo, Mousti, des internationaux qui tournaient déjà. Donc grâce à elle j'ai tourné et puis le premier album sortait et pas mal je faisais beaucoup de choses sur Yellow Productions. Donc en 98 ça a vraiment cartonné. Oui, donc c'était même avant 2000, je me trompais. Avant 2000. Je crois que c'était 2000. Donc les premières dates que tu as fait en dehors de France, c'était 97-98. Donc là, c'était en pleine explosion de la French Touch, donc on avait une grosse cote à l'étranger. Et on parlait de nous, je dis nous, que ce soit, il y avait Daft Punk, Cassius, Étienne de Crécy, il y avait toute une troupe comme ça qui marchait bien, Dimitri from Paris aussi qui était sur le label. Et là, c'était les Français. Là, on avait une exposition monstrueuse. Et ensuite, à partir de 2002-2003, donc il y a Martin Solveig qui arrivait. Il y avait une deuxième vague avec David Guetta, avec toi. Beaucoup de DJ sont arrivés. Antoine Clamaran, lui, qui était là depuis un petit moment. Et je dirais qu'on est devenus à peu près normaux. Les choses sont redevenues à peu près, les choses normales. On est au niveau des autres. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens une différence, est-ce que tu sens un accueil spécifique des Français dans certains pays, parce que tu reviens d'une grosse tournée au Brésil. Tu me disais que le Brésil, ils aiment la musique. Est-ce qu'ils aiment aussi le son français? Je pense que là, la notion de français n'existe plus vraiment. Je pense que c'est international. Avec Internet, on est devenu international. Je pense que les gens savent même pas que je suis français. Je ressens pas, en tout cas, un engouement spécial sur une tendance française. Tu ressens plus... moins ça qu'il y a 10 ans. Non, rien à voir. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un son français, où c'était, tu vois, avec les filtres, avec la disco, tout ça, il y avait vraiment un son French Touch. Là, aujourd'hui, le son est très européen, et que je ressens surtout que les États-Unis et les pays émergents s'intéressent de plus en plus à la dance music, et à la musique, à l'électronique dance music, comme ils appellent ça. D'une façon générale. Ils savent que ça devient bankable. Donc les DJ peuvent jouer dans des stades, dans des festivals, dans des clubs, et le DJ est partout. Mais il y a une tendance maintenant plus européenne que française. D'accord. Oui, donc c'est sûr que dans ce cas-là... Moi, j'ai une question à te poser. J'étais assez surpris quand je t'ai vu jouer à plusieurs reprises dans des festivals où on joue ensemble. C'est que tu arrives à jouer des titres différents des autres. Et aujourd'hui, ce que tu disais, ce que reprochent un peu les promoteurs qui font des festivals, c'est qu'ils bookent 10 artistes, et sur les 10 artistes, il y en a 8 qui vont passer à peu près les mêmes titres. Alors, sans révéler tes sources, mais comment tu fais aujourd'hui pour trouver des titres différents? J'ai surtout la chance de faire de la musique depuis 94. Donc d'avoir fait quelques tubes et de sans arrêt remixer donc, ces tubes. Et puis, il faut toujours, en termes d'image, je pense qu'il faut déjà faire la différence dans tes sets, dans ta couleur, dans ta production. Si tu suis la tendance, tu es déjà out. Je veux dire, t'es déjà en retard. Je pense que pour être remarqué, il faut faire la différence. Et ça, je l'ai toujours pensé. Et quand j'ai créé mon label Yellow Productions en 94, il n'y avait aucun label comme ça qui existait. Et des artistes comme Kid Loco, Dimitri from Paris, Tom et Joss, Bang Bang, voilà, tous les artistes que j'ai produits sur le label, c'était des gens qui produisaient de la musique. Tous étaient différents. Et on faisait de la musique différente de ce qui se passait sur le marché. Et c'est pour ça que ça a fait la différence. Et je pense que toute scène alternative, à un moment, devient commerciale. Mais quand moi, je suis devenu commercial entre guillemets, quand ma musique a été accessible aux gens, c'est là qu'il faut le moment où il faut passer sur autre chose et pas formater ton style. Et voilà. Donc il faut constamment renouveler sa couleur. C'est ce qui est le plus difficile. C'est le plus dur parce qu'une fois que tu as du succès, tu es content.
Parce que donc tu restes dans ça, quoi. Voilà, tu dis, bah, j'ai du succès, c'est extraordinaire, tu peux te considérer comme un génie, je suis extraordinaire, puis ce que je fais, c'est fantastique, et ça va durer, ce qui n'est jamais le cas. Quand tu as trouvé une couleur, ta couleur, forcément, va devenir obsolète, et l'intelligence, c'est de se dire que, voilà, il faut renouveler ça. C'était quoi ta réaction post-Love Generation? C'est-à-dire que quand tu vois ce tube, pour la petite histoire, Love Generation, t'étais venu me faire écouter le titre en exclu dans mes locaux à Paris. Et je me rappelle, il y avait David Guetta et moi, elle était là. Et tu viens nous jouer ce titre-là. Ouais. Et on se regarde avec David et on entend ce sifflet, ces accords de guitare qui durent des plombs. Et franchement, je me rappelle t'avoir dit, écoute, je vois pas du tout, je vois pas comment ça peut accrocher les gens, tout ça. Et bon... Non, quelques mois plus tard, je te rappelle en m'excusant en disant écoute, je crois que je me suis vraiment planté parce que là je suis à Dubaï au milieu du désert et il y a un mec sur son chameau qui écoute Love Generation. Et je me dis là, tu as vraiment fait le tour du monde avec ce titre-là. Mais donc comment ça s'est passé encore une fois, comme je te dis, c'est différent quoi. Le truc différent. Le contre-pied quoi. Ouais, le contre-pied. Comment tu as vécu après parce que quand tu fais un succès si mondial et général où tu l'entends sur les télés, tu l'entends dans la pub, tu l'entends partout. Les gens se sont appropriés la chanson. Comment tu vis après en te disant est-ce qu'il faut que j'en fasse un deuxième pareil? Est-ce que justement tu t'es dit bon alors là j'ai fait très fort là donc il faut que je fasse très fort ailleurs? Comment tu as vécu ça? T'as la pression forcément quand tu as fait un tube, les gens t'attendent sur un deuxième. Ouais, mais je n'ai jamais, je me suis jamais dit il faut que je fasse le même parce que comme moi je suis venu à la musique par le sampling et par le recyclage de sons, forcément je sample tout le temps des choses différentes. Donc là, Love Generation, ça vient d'un sample, sauf que le sample a été rejoué, etc., etc. Tu vois, donc les harmonies ont été prises dans un disque. Mais donc je m'influence sans arrêt de musiques qui viennent des années 60, 70, 80, 90, ça. Donc forcément, ma couleur est totalement différente tout le temps. Donc j'avais pas cette pression de dire faut que j'en fasse un deuxième. Et je me suis de toute façon toujours dit qu'il faut jamais refaire deux fois la même chose, parce que ça ne peut pas marcher deux fois. Le même titre peut pas marcher deux fois à la suite. C'est pas possible. Moi j'étais très surpris de voir cet album Jamaïque là. C'est venu après ça. Oui, qui est arrivé après. Et je me suis bon, encore une fois, c'est la musique que je connaissais pas très très bien, donc j'ai découvert en écoutant aussi cet album là. Je me dis c'était quelque chose que tu voulais faire avant Love Generation, c'est un truc qui te plaît, que tu avais déjà un rêve de gamin de faire ce type Non, parce que moi je connais pas le reggae. Moi je connais le reggae avec Serge Gainsbourg, avec enfin tu vois, c'est une musique avec Bob Marley, c'est une musique que je connais pas. Et après avoir enregistré Love Generation, j'ai rencontré donc ce chanteur jamaïcain Gary Pine qui est né en Jamaïque. Il m'a dit il faut que tu viennes dans mon pays, c'est extraordinaire. Parce que le chanteur est arrivé au studio quand j'avais l'instrumental de Love Generation à New York, je savais même pas quoi faire avec. C'était même pas une priorité pour moi parce que comme tu as dit, c'était très différent. C'était très différent et pas club. Oui, je savais pas comment on pourrait faire danser avec ça. Exactement. Donc quand le chanteur, il y a plein de chanteurs qui viennent dans les studios à New York, il y a un chanteur jamaïcain, je lui dis écoute ça, ça fera une balade pour la fin de l'album. Sauf que quand il a enregistré et qu'on a fait les mélodies en studio et que la prod est venue, j'ai dit le titre me provoque une sensation tellement énorme que j'ai dit je vais le produire, je vais le jouer et je vais essayer. Bon. Ensuite, il m'a invité en Jamaïque et à la suite d'avoir été 3-4 ans de suite en Jamaïque, j'ai dit j'adore cette musique, il y a quelque chose à faire. J'étais fan de Serge Gainsbourg et j'ai dit il y a une fusion à faire entre tous mes singles et ça. J'ai rencontré Sly & Robbie qui avait enregistré les deux albums de Serge Gainsbourg et ils m'ont dit allez on y va, si t'as envie de faire quelque chose on fonce. Et je me suis fait un album un kiff. Ça m'a coûté 200 000 € de faire ça et je savais pertinemment que j'allais pas en vendre un seul. Mais je veux dire t'es quand même nominé au Grammy. Ouais, après on a été nominé au Grammy, mais ça tu le sais pas. Dans la meilleur album reggae de l'année. Dans l'album reggae de l'année, c'était quand même tout petit blanc. Oui, c'est génial, mais ces choses-là ne peuvent arriver que si tu te fais plaisir. Voilà. Ok, bah écoute. Voilà. Et donc on est là, Los Angeles, et moi on va se faire plaisir. Nous on se connaît depuis 15 ans, et on sait en fait, on a eu des petits projets communs en dehors de Los Angeles qui se sont pas concrétisés comme on voulait. On s'est dit allez hop, direction Los Angeles, on est parti pour les États-Unis. Pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ça. Et ça donne naissance. Moi ce que j'aime bien c'est que tu viens d'un univers qui m'est totalement étranger. Tu connais mon univers parce que tu connais la musique en général. Moi, je viens de la soul, machin. Toi, t'aimes la techno. Et je sais pas, moi, j'aime les choses improbables. Bah, écoute, j'aime les choses qui sont pas censées se réunir, mais tu sais, la synchronicité, moi, j'aime. Je connais il y a pas de hasard.
Et j'aime bien ta vibe, j'aime bien tes enfants, j'aime bien tout. Tu sais que j'aime bien ce que tu représentes. Moi, j'ai un peu la même chose chez moi. C'est réciproque. Et d'ailleurs, la collaboration démarre avec Nicky Williams, puisqu'il y a quelques semaines. Exactement. Donc, je t'ai demandé souvent des petits coups de main sur des synthés, tout ça. Et j'ai dit, tiens. Pourquoi pas faire un truc ensemble. J'ai une demande sur ça par Def Jam, qui est quand même un des plus gros labels de hip-hop aux États-Unis. Ils font du R&B, etc. Et moi, c'était un rêve de faire un truc sur Def Jam. Et j'ai dit, tiens. Il y a une idée là sur Nicky Williams, qui est une jeune artiste, une nouvelle signature Def Jam. Et j'ai dit, Joachim, c'est l'occasion de faire un truc ensemble parce qu'il y a un côté mineur, soul que j'adore. J'avais des petites harmonies qui traînaient et hop, tu vas m'apporter ton côté clubbing. Et je pense qu'elle peut donner naissance à quelque chose. Bah écoute, c'est sorti sur Beatport hier et les gens sont plutôt enthousiastes sur l'accueil de cette fusion. Bah ouais. Donc voilà. Donc là, le morceau est très pop. Oui, c'est sûr. L'intérêt de venir ici aux États-Unis pour nous, c'est d'essayer de faire des titres pour des artistes, alors pop, pas ringard ni mauvais, mais il faut que ça soit bon. Mais je pense qu'ici, quand tu réussis, tu as du talent, donc les gens sont bons. Et d'essayer de produire, de faire de la musique pour eux, et pourquoi pas faire des choses pour nous aussi. Voilà. En tout cas, une expérience, et la musique, c'est ça, c'est la réunion de gens, et moi j'aime ça. Bon voilà, bah écoute... C'était pas trop long ? Non, écoute, c'était très bien, et puis très intéressant, et merci. Merci mon Jojo. À bientôt.